Allez, c'est le moment de parler de politique budgétaire et de fiscalité, le moment que vous attendez tous. On adore les impôts sur cette chaîne, on adore les taux de prélèvement obligatoires. Let's go. Donc on va parler du budget, on va parler de la politique budgétaire. Et donc là, suite à la non-censure du PS, le gouvernement n'est pas censuré et du coup les discussions budgétaires commencent. Alors c'est sur la base d'un budget qui est très à droite, qui est très austéritaire, le budget Lecornu, qui est un peu un budget Bayrou light, même pas si light que ça en réalité. Et donc là les discussions budgétaires commencent et donc là on a la toute première phase des discussions budgétaires. On va faire un petit point aujourd'hui là-dessus, ce qui est les discussions en commission, pas à l'Assemblée, hein, pas en séance plénière, c'est comme ça qu'on dit en séance plénière? Non, peut-être pas. Enfin, c'est pas à l'Assemblée. Avant d'être discuté à l'Assemblée et d'être vraiment voté, le texte, il est travaillé en commission. Donc, c'est dans les petites salles qui sont pas l'Assemblée nationale, vous voyez, où il y a certains députés prévus pour ça, qui en commission bossent sur le texte pour commencer à l'amender, voter des trucs, etc. Et après, ça passe en séance. Voilà, c'est ça. On dit pas plénière. Ça passe en séance à l'Assemblée nationale pour voter ou non ce qui a commencé à être préparé en commission, quoi. Voilà. Donc là, c'est la première phase, c'est les discussions en commission sur le volet recettes, pas sur le volet dépenses. Donc recettes, c'est les impôts qui sont mis en place par la France, pour savoir après quel argent, en gros, on a dépensé. Et le deuxième volet, c'est le volet dépenses, comment on dépense l'argent qui a été collecté via l'impôt. Voilà. Donc là, le gouvernement, il veut plus réduire la dépense publique qu'augmenter les recettes. Parce que pour réduire le déficit, il y a deux solutions. Soit tu augmentes les recettes, tu augmentes les impôts, mais pas forcément n'importe quel impôt. Soit tu baisses les dépenses. Logique. Donc le gouvernement, ils ont plus envie de réduire les dépenses parce que c'est un budget austéritaire qu'ils veulent faire. C'est la droite, hein, ils ont une politique pro-business macronienne, etc., etc. Mais là, on taffe pour l'instant sur le volet recettes, mais sans discuter toutes les histoires de taxation des très hauts patrimoines, taxes Zuckman, etc. Donc c'est déjà intéressant un peu de voir ce qui s'est passé en commission sur ce début de semaine, sachant qu'il me semble que tout le travail en commission sur le volet recettes se terminera demain. Demain en fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Après, on passe en séance, puis après, on passe au volet par recette, mais dépenses. Et puis à côté de ça, il y aura aussi le budget de la sécurité sociale, le fameux PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera discuté puis voté. Donc là, tout le but, ça va être de regarder un petit peu, est-ce que vraiment il y a des trucs de gauche qui sont en train de passer? Est-ce que vraiment le budget peut être suffisamment amendé pour que ça commence à être un peu des victoires? Ou pas? Et deuxièmement, mais ça on le verra un peu après, même si le texte amendé est plus de gauche que prévu et qui commence peut-être même à être un tout petit peu satisfaisant, de quelle manière Macron et ses sbires vont tous à voter pour au final faire passer un budget qui plaît au MEDEF au détriment des Français. Voilà. Spoiler, nope. Moi je pense qu'effectivement, ça va être un petit peu amendé, mais ça ne sera pas suffisamment pour être des victoires et que même à la fin, vu toute la complexité de ce que peut faire le gouvernement pour faire passer des trucs en douce et pour annuler des amendements, à la fin je pense qu'il restera pas grand chose et que ça sera un bon gros budget austéritaire comme ce que Lecornu et Bayrou avant lui nous avaient promis. Et oui, sachant qu'il y a le Sénat en plus qui peut venir retoquer. C'est assez compliqué, toutes les discussions budgétaires, tout le processus parlementaire. Donc là on est au tout début d'un chemin, mais déjà on va commencer à en parler pour voir un petit peu quelle direction ça prend, ça sera intéressant. Et pour ça on va lire cet article de Libération. Justice fiscale, budget 2026. En commission, les députés votent la quasi-pérennisation de la contribution sur les hauts revenus. Donc pérennisation, ça veut dire qu'on inscrit le truc dans la durée, c'est plus temporaire, ça devient fixe, quoi. Et donc sur des contributions sur les hauts revenus, là, qui avaient été mis en place temporaire face au super profit des multinationales et à l'urgence du déficit, ils avaient mis des petits trucs de taxation temporaire sur certains trucs. Alors ce qui rapporte assez peu en réalité, mais il semblerait qu'en commission déjà ça a voté un peu plus ou moins la pérennisation de ces trucs-là, donc de taxer un tout petit peu plus les riches, mais on va le voir par la suite dans l'article, c'est vraiment très peu, en tout cas c'est vraiment trop peu, et sur une taxe pour le coup qui aurait pu déjà commencer à rapporter assez d'argent pour commencer à combler les déficits ou à réinjecter dans nos services publics qui sont à l'agonie, la taxe Zuckman, celle-là évidemment elle n'est pas passée, notamment parce que le Rassemblement national a décidé de voter contre la taxe Zuckman qui selon eux serait un frein à l'innovation et à l'entrepreneuriat dans notre pays, et avant de repartager la richesse il faut bien la créer, il faut bien laisser les milliardaires tranquilles sinon ils vont se barrer au lieu de créer de l'emploi. Voilà, en gros c'est un peu ce que dit le RN, et là-dessus ils ont exactement le même discours de la Macronie. De toute façon, on le dira jamais assez. Quand on parle de politique budgétaire et économique de manière générale, franchement, le RN, de plus en plus, et de plus en plus ouvertement surtout, défend une politique économique qui est dans la plus pure continuité de ce que le macronisme propose depuis déjà 8 ans, et ce que François Hollande et même Nicolas Sarkozy proposaient déjà avant eux. Voilà. Donc on va lire l'article, et puis let's go. Au premier jour de l'examen de projet de loi de finances, merde, je parle du nez, j'ai des mouchoirs. Bon, j'espère que je vais pas trop parler du nez, je suis un peu enrhumé, pardon. Au premier jour de l'examen du projet de loi de finances, ce lundi 20 octobre, c'était hier, et avant les discussions dans l'hémicycle, les élus
ont acté le maintien de l'impôt exceptionnel sur les plus riches jusqu'à ce que le déficit passe sous les 3%. On en est assez loin. C'est l'objectif de un peu tous les gouvernements libéraux, en tout cas, de passer sous les 3%. Donc, déficit passé sous les 3%, c'est les 3% du PIB de la France. En gros, il faudrait que chaque année, on s'endette un peu plus, donc le déficit soit en dessous de ce qui correspond à 3% du produit intérieur brut de la France. C'est un critère qui est à l'échelle européenne. En gros, l'Union européenne demande à tous les États membres, si possible, de rester en dessous de cette barre des 3% de PIB de déficit annuel pour éviter de trop creuser le déficit. C'est le fameux critère de l'Union européenne que les libéraux nous recrachent à longueur de journée depuis au moins 15 ans. Voilà. C'est vrai que l'entrepreneur qui démarre avec 100 millions dans la poche est particulièrement fragile. Mais oui, c'est là où c'est complètement con leurs histoires de taxes Zuckman. On en a parlé beaucoup, mais il y a quelques petites choses, il y a quelques cas de figure où effectivement la taxe Zuckman, ça fait se poser des questions, avec des gens qui n'auraient pas la liquidité, qui n'auraient pas la trésorerie pour pouvoir s'en acquitter de la taxe Zuckman. Mais en vérité, Gabriel Zuckman l'a très très bien expliqué. Il suffirait qu'ils lâchent 1%, 2% des actions de leur boîte à l'État dans un fonds souverain, basta, et ça serait réglé, quoi. Donc bon, tout ça, il y a énormément d'enfumage là-dessus. Ok. Donc du coup, cette taxe exceptionnelle sur les plus riches arrêterait d'être exceptionnelle, puisque je pense que passer sous les 3% de points de PIB en déficit annuel, on en est assez loin. Mais c'est pas très grave en soi. C'est pas l'alpha et l'oméga de la politique budgétaire de absolument rester autour de ces 3%. Si on s'endette un petit peu plus chaque année que ces 3%-là, mais que c'est pour faire de l'investissement qui, sur le long terme, va créer de la consommation, va créer de l'emploi, etc., on pourrait très bien s'endetter à 7-8% pendant quelques années pour que derrière, tout ça finisse par se résorber, à condition évidemment d'avoir une vision qui soit un peu long-termiste, ce que l'hyper-financiarisation de l'économie ne permet pas. Le milieu de la finance a une vision, par essence, qui est extrêmement court-termiste. Le but, c'est de faire des profits à court terme, se projeter à 5 ans dans l'avenir déjà, dans le milieu de la finance. C'est un truc qui ne se fait pas, parce que c'est pas comme ça que fonctionne la finance, quoi. Bref, voilà. On va lire l'article, et puis on va essayer d'expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Ribo, tu as vu la baisse des impôts sur les sociétés à plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires ? Non, j'ai pas trop vu. Je me suis pas trop intéressé justement à toutes ces discussions budgétaires. Là, on va essayer de le travailler un petit peu, mais... à plus de 1 million d'euros sur le chiffre d'affaires. Ça voudrait dire que toutes les entreprises qui ne font moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires seraient exonérées de l'impôt sur les sociétés. 1 milliard. C'est-à-dire qu'on baisserait l'IS, l'impôt sur les sociétés, pour toutes les entreprises qui ont moins d'1 milliard de chiffre d'affaires. Ça craint un peu, hein. Comme si toutes les entreprises qui avaient moins de 1 milliard de CA étaient forcément des petites entreprises qui galèrent. Je sais pas, plus de 1 milliard. Bon, écoute, je sais pas, j'ai pas vu l'info. Si quelqu'un a un petit article ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. C'est l'inverse. Au-dessus de 1 milliard, on baisse l'impôt sur les sociétés au-dessus d'1 milliard de CA. Et pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Bon, on verra. Allez, on va commencer à lire l'article. La discussion sur le projet de loi de finances, le fameux PLF, a commencé ce lundi 20 octobre en commission des finances. Et si les votes n'apporteront pas de modification du texte déposé par le gouvernement, cela permet de sentir les rapports de force qui pourraient se traduire dans l'hémicycle à partir de vendredi. Et cela a démarré plutôt fort. Les députés ont notamment majoritairement voté le maintien de la contribution différentielle sur les hauts revenus, la CDHR, non seulement pour 1 an, comme le prévoit le texte du gouvernement, donc c'est le texte initial déposé par le Cornu lundi dernier, il y a 8 jours, mais plus encore son extension jusqu'au retour du déficit de l'État sous la barre des 3%, c'est les fameux critères de l'Union européenne dont je viens de vous parler. Autant dire qu'à minima jusqu'à 2029, selon les objectifs du gouvernement, souvent considérés comme optimistes. Donc si effectivement cette pérennisation de cette taxe spéciale et exceptionnelle passe, ça va durer des années parce que ça fait passer sous la barre des 3%, ça va être compliqué. Ça va être compliqué et en vrai, c'est pas si grave en soi, quoi. Voilà. D'accord ? Non, ok, on va continuer. Mise en place lors du budget de 2025, donc le budget de l'année précédente, la CDHR prévoit un taux de 20% pour les personnes seules à partir de 250 000 euros de revenus fiscal de référence et 500 000 euros pour les couples. Quoi, c'est une augmentation, c'est basé sur les revenus des ménages, c'est pas par rapport aux entreprises. Ok, donc c'est une forme d'impôt sur le revenu qui ne dit pas son nom, uniquement appliqué à des gens qui gagnent énormément d'argent, quoi. Ok. Seul à partir de 250 000 euros de revenus fiscal. Mais qui gagne 250 000 euros en revenus seul ? C'est rarissime. C'est très rare. Même les méga riches, justement, les méga riches sont en mode genre moi j'ai 0 euros sur mon compte, lol. Là, si on parle en termes de revenus, c'est quoi l'assiette de cet impôt ? 250 000 euros de revenus annuels par personne. Il faut vraiment être cadre supérieur plus dans une multinationale, quoi, pour gagner autant. 250 000 euros, c'est énorme, hein. C'est très peu de gens qui sont concernés, très peu de gens.
tant mieux. Mais après, bon, c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais je veux dire, voilà, s'il y en a qui gueulent par rapport à ça, ils sont en mode genre, regardez, 20% à partir des gens qui gagnent ça, c'est honteux. Je pense il y en a pas tant que ça, hein. Ouais, c'est vraiment une taxe pour les PDG qui gagnent beaucoup d'argent. Donc de deux choses l'une, premièrement, bon bah ça va, c'est pas une taxe qui est très dangereuse pour le français moyen qui travaille dur. Et deuxièmement, ça va pas rapporter beaucoup d'argent, c'est surtout ça. C'est surtout ça. En réalité, ça va pas rapporter beaucoup. Ouais, faut gagner plus de 20 000 euros par mois, quoi. Ça concerne très peu de gens. Ça concerne très peu de gens. Donc c'est pas un truc qui va mettre en danger nos entrepreneurs ou je ne sais quoi, premièrement, mais deuxièmement, c'est surtout ça va pas rapporter beaucoup, quoi. Par rapport à la taxe Zuckman, justement, ça va rapporter un peu que dalle, et d'ailleurs c'est ce qu'ils vont dire par la suite, j'ai l'impression, donc on va continuer de lire ça. La prorogation d'un an de ce dispositif dans le PLF 2026 aurait donc pour conséquence de voir la CDHR appliquée en l'état pour les revenus de 2024, 2025 et 2026. Or, si les recettes étaient estimées par le gouvernement à 2 milliards d'euros, donc le gouvernement pensait que ça allait rapporter 2 milliards, cette taxe exceptionnelle, l'Institut des politiques publiques, l'IPP, prévoit plutôt 1,2 milliard d'euros en 2025, notamment parce que, je cite, certains revenus peuvent a priori être plus faciles à reporter d'un ou 2 ans. Ok, bon, c'est un peu technique, c'est un peu compliqué, mais toujours est-il que, voilà, cette fameuse taxe où c'est en mode taxer les riches, ouais! Justice fiscale, c'est 1,2 milliard d'euros. C'est ça leur vision de la justice fiscale. 1,2 milliard d'euros. Alors que la gauche ait voté ça, parce que bah du coup, voilà, ils étaient soumis à ce vote-là, ils ont dit bah oui, on préfère le pérenniser, on préfère que cette taxe continue à exister plutôt qu'elle soit supprimée. Évidemment, mais je veux dire, dans tous les cas, c'est petit bras. 1,2 milliard d'euros, c'est que dalle. C'est que dalle. La taxe Zuckman, c'était censé rapporter à peu près entre 15 et 20 milliards d'euros si on la mettait en place. Donc plus de 10 fois plus. 1,2 milliard d'euros, c'est vraiment que dalle, hein. Pour vous dire, l'ISF, qui était déjà un impôt très inefficace, et d'ailleurs, les macronistes ont justifié la suppression de l'ISF en 2017 en disant c'est un impôt très inefficace, il rapporte au final assez peu, il est mal branlé, donc on peut bien le supprimer. Ok, tout ça pour au final nous proposer un impôt qui rapporte 1,2 milliard, soit 3 fois moins que l'ISF, qui était déjà très inefficace. Ça va quoi, encore une fois, c'est de la politique de bout de chandelle, et ils appellent ça de la justice fiscale. Donc que la gauche le vote, et pour le pérenniser, bah c'est mieux que rien, mais c'est tellement insuffisant. C'est tellement insuffisant. Salut Anar Croco. Ribot. Je suis nouvelle. Et je voulais savoir si, dans un souci de neutralité axiologique, tu avais déjà dit ton orientation politique. Ah, moi, j'assume totalement. Moi, j'assume totalement mon orientation politique. Je vous l'ai déjà dit, je suis maoïste. Non, je plaisante. Non, moi, j'ai toujours dit mon positionnement politique. J'ai un positionnement politique qui correspond à peu près à celui du NPA, l'anticapitaliste, en réalité, quand on va au fond des choses. Mais je soutiens la France insoumise. Par pragmatisme, on va dire. Parce que je suis un peu un SOSDEM. Voilà, donc je suis dans cet espace politique-là. Je vote Mélenchon depuis 2012, fièrement, même si parfois je suis un peu critique de LFI. Et j'ai fait ma formation politique pas mal avec un ami qui était chez Lutte ouvrière, donc j'ai vraiment des racines communistes révolutionnaires, voire trotskistes. Et voilà, voilà. Mais tout en étant un peu sauce démisée dans ma tête, quoi. Voilà. Donc moi j'ai toujours dit, moi je l'assume totalement. Ce qui est un profil assez classique pour les gens un peu de gauche radicale dans ce pays en réalité, quoi. Voilà. La question est hors sujet. Non, mais je réponds s'il y a des nouveaux. S'il y a des nouveaux, je réponds. C'est toujours bien de le rappeler, quoi. Moi, j'essaie d'être honnête dans ma démarche au maximum. Donc voilà, moi, je corresponds à peu près à cet espace politique. Je ne m'en cacherai jamais. J'ai bien dit jamais. Allez, on reprend. On n'a pas besoin de connaître ton orientation pour analyser les faits. Non, mais je suis pas obligé de la donner. Mais simplement, quand quelqu'un se pose la question de c'est quoi mon rapport à tout ça, bah mon rapport à tout ça, c'est moi je vous le dis, y a aucun souci. Donc là, j'en profite pour vous le redire. Pour ceux que ça intéresse, sans ça, peu importe quoi. Bref. Dommage, je pensais que Ribot et sa carte OPS. Unfollow. Bah pourquoi? Bref, allez, on reprend. Donc oui, ok, en commission, ils ont décidé de pérenniser cette taxe exceptionnelle qui concerne uniquement les très hauts revenus et qui rapporterait seulement 1,2 milliard. D'accord. Et moi, j'ai vu des réactions déjà à ça. J'ai vu des réactions des macronistes et des libéraux sur les réseaux sociaux qui sont en mode regardez, à la base, ils voulaient taxer juste pour les gens qui ont 100 millions d'euros de plus de patrimoine, et là, ça passe à 250 000 euros maintenant. Ils veulent tout vous prendre. À la fin, ça sera tout le monde. Et c'est là que tu vois la débilité de nos adversaires politiques. Là, on parle des revenus. Donc les mêmes. Merci Iséagram. Merci beaucoup Iséagram pour ton sub offert. Les mêmes qui nous cassent les couilles toute la journée à dire les gauchistes, vous y connaissez rien, vous savez même pas la différence entre un revenu et un patrimoine, vous voulez taxer les patrimoines mais c'est pas de l'argent réel. Donc là il y a un truc qui passe, qui est déjà mis en place, qui a déjà été mis en place par Macron, qui est juste pérennisé, où c'est 250 000 euros sur les revenus, et il y a des connards pour dire, vous voyez, c'était 100 millions la semaine dernière, et là c'est déjà 250 000 euros. Ils veulent juste taxer tout le monde. Là c'est des revenus
Quand on parle de taxe humaine, c'est du patrimoine. Donc les droitards, arrêtez de vous croire plus malins que les autres quand vous êtes des débiles comme ça. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors qu'en vrai, une taxe qui rapporterait 1,2 milliard uniquement sur les revenus comme ça, c'est extrêmement peu de ménages qui sont concernés, c'est des gens qui continueront à être pétés de thunes et qui par ailleurs ont du patrimoine qui lui est pas plus taxé par la CDHR. On voit bien que la levée de bouclier des droitards qui dès qu'il y a un impôt disent n'importe quoi, c'est juste qu'ils aiment pas payer des impôts, ces gens-là, ils sont en mode la France est un enfer socialiste. C'est bon, cassez-vous si vous êtes pas content. La France a toujours été un enfer socialiste depuis au moins 1914. Et oui, quand Joseph Cailleux, ministre de l'économie de l'époque, a mis en place le premier impôt progressif en 1914, l'impôt sur le revenu, vous aviez exactement le même discours. Le mec, c'était un centriste. Il a fait ça par pragmatisme et par orthodoxie budgétaire pour réduire le déficit. C'était déjà le cas il y a 110 ans. C'était déjà le cas il y a 111 ans. C'est ça, la France. Si vous n'aimez pas les impôts confiscatoires et cet enfer socialiste, vous partez habiter aux États-Unis, vous arrêtez de me péter les couilles 5 minutes. Comme Pierre sur Twitter, tout à fait. Tout à fait. 38 ans, le mec, il a la culture politique et économique d'un enfant de 12 ans. Quand même, frérot, peut-être qu'on devrait lui expliquer un petit peu la politique comme si c'était Minecraft. Alors écoute, imagine que la France est un serveur Minecraft. Macron, ça serait un peu comme un creeper. Macron, il va dans la maison des joueurs Minecraft, il a tout fait exploser parce que c'est un creeper et après il a pris 50% de leur redstone pour le donner à juste un gars qui a quasiment tous les diamants du serveur. T'appelles ça du socialisme ? Voilà. Ah, des grands gaillards de 38 ans, si tu leur expliques pas les choses en faisant des analogies avec des jeux vidéo, ils bitent rien à rien. En vérité, c'est juste s'est fait plein d'argent facile avec du Google AdSense et sa chaîne à 1 million d'abonnés, et il a le somme de payer ses impôts. Et du coup, il est en mode genre, il a quand même dit, je cite, tous les partis en France sont socialistes de droite comme de gauche, et le RN, ils sont ultra socialistes. Il a dit ultra socialiste pour parler du RN. Frérot. Moi, j'y connais rien à Minecraft, je viens pas faire des tutos sur YouTube sur comment on utilise la redstone. Ou comment on va dans le nether, ou je sais pas quoi, j'en sais rien, moi je joue pas au jeu. Du coup, je ferme ma gueule. Si tu n'as aucune compréhension de ce que tu dis, personne t'oblige à donner ton avis, quoi. Alors, tout le monde a le droit de donner son avis, mais genre, quand il y a une inculture économique et politique aussi criante derrière, franchement, à 38 ans, je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Voilà. Bon après peu importe, hein, moi je le connais pas ce gars-là, ça se trouve c'est un... Si j'avais regardé les tutos Satisfactory qu'il avait fait, j'avais trouvé ses vidéos très bien. Donc c'est pour ça. Voilà, sur Satisfactory, je trouve qu'il fait du très bon contenu. Sur Minecraft, c'est probablement un très bon youtubeur, il y a aucun souci là-dessus. Mais juste, c'est comme Sardoche qui donne son avis tout le temps, et il y a des moments ça se voit qu'il ne comprend rien à ce qu'il raconte, qu'il ne comprend rien à ce qu'il raconte. Et je veux dire, il y a des gens qui pensent peut-être la même chose de moi. C'est possible, mais moi je pense pas. Voilà. Bref, évite de parler de Palestine du coup, MDR. Moi? Bon, comment ça? Je trouve que je connais rien au sujet de la Palestine, rien du tout. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Moi, je trouve que j'ai un peu taffé le sujet quand même. Non. Je sais pas. Hein. Je pense que je connais un peu plus le sujet que. Et Pierre connaît le sujet du socialisme en réalité. Mais bon. Fromentine. Bon, la délégation palestinienne de l'ONU radicale. Quoi? J'ai dit quoi? Ah, c'est parce que j'ai fait une blague. J'ai fait une blague. Ah oui, c'est le moment où il y avait la délégation de l'ONU, de la Palestine à l'ONU qui applaudissait. Et j'étais en mode genre, ah bon, voilà. Vous applaudissez pas, vous? Oh. C'est un peu du cherry picking ce que tu fais. Je trouve que tu manques d'honnêteté intellectuelle, Fromentine. En vrai, on s'en bat les couilles, je vais pas parler de ça. Oui, oui, c'était à moitié une blague. T'as pas remarqué que j'étais un peu ironique? Attends, je regarde tes derniers trucs. La Palestine, smiley souriant? Aussi sioniste que Jean Massier? Oh là là! Tu me casses les couilles, regarde ce que je vais faire. Regarde ce que je vais faire, Fromentine. Je vais te mettre un time-out, tu m'as saoulé. Hop là! Oh les gars! C'est quoi le putain de rapport avec ce que je suis en train de dire là? Oh là là! C'est pas possible! C'est pas possible, genre. Je vais utiliser la Palestine pour régler mes comptes. C'est pas un ban, c'est un time-out. Hein. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Vous avez que ça à foutre? On allait venir me traiter de sioniste sur mon chat, quoi. Sérieusement, quoi. Sérieusement. J'aurais ban def? Non, je mets un time-out. Bref, peu importe, ça commence à me fatiguer ces histoires. Hein. Je me fais pas one guy, mais là, non, c'est bon, quoi. Ça me commence un peu à me fatiguer, genre. Ouais, Ribot le sioniste, hein, c'est vraiment ça. Il y a quand même des gens qu'on dit premier degré, mais il se dit lui-même sioniste de gauche. Genre, vous moment, arrêtez juste d'être bête comme ça, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez d'être bête comme ça. Juste parce qu'il y a des gardes de chapelle derrière. Bref, peu importe. Alors,
Ça va les chouiner derrière parce que c'est fait time out en mode on peut pas débattre sur son chat 100%. Mais ce n'est pas un lieu de débat, le chat, en fait. Moi, je suis en train de travailler, je suis un professionnel. Voilà. C'est pas gentil les time out. Non, mais regarde, toi, le rouge brun complotiste, je t'ai time out hier, y a pas de souci, t'es revenu, on discute. Tranquille. Bon, allez, on est en train de parler de budget, quoi. C'est quoi le putain de rapport avec la Palestine? Bon, j'ai quand même fait un petit peu des centaines d'heures de live où je parlais de tout ça, où je me suis un peu renseigné, j'ai lu des trucs, quoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de Épierre par rapport à la politique fiscale et au socialisme. Mais bref, on s'en bat les couilles, c'est juste, bon. Il y en a, si c'est pour venir faire ça dans le chat, juste, cassez-vous, en fait. Vous avez que ça à faire, vraiment, vous avez que ça à faire. Allez, on reprend. Donc, c'est en partie pour conjurer cet évitement fiscal que 2 amendements ont été déposés par Nicolas Ray, des Républicains, et Jean-Paul Mattei du MoDem. Donc tout ça, c'est plus ou moins la coalition gouvernementale au pouvoir, quoi. Nicolas Ray explique ainsi vouloir maintenir la CDHR, donc ce fameux impôt dont on est en train de parler, jusqu'à l'imposition des revenus de l'année, au titre de laquelle le déficit repasse sous la barre des 3%. Ok, notamment pour éviter, je cite, des comportements d'optimisation, par exemple par le fait de décaler d'une année la réalisation des plus-values mobilières. Donc mobilière, c'est les produits financiers, c'est le contraire d'immobilière, c'est quand c'est des produits financiers finalement. La justice fiscale ne saurait être seulement temporaire, justifiant une pérennisation de cette contribution au moins jusqu'au retour sur les 3% de déficit public, ajoute Mattei, qui précise l'avoir écrit après des concertations avec le ministre des Comptes publics, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Ok, ouais, c'est assez technique, j'ai pas bien saisi ce qu'il veut dire. Bref. Et l'amendement de Nicolas Ray a été adopté, notamment grâce aux voix de la gauche, du RN et du MoDem. La Macronie, elle, est divisée. Un certain nombre d'élus Renaissance l'ont voté quand d'autres voulaient carrément supprimer dès cette année la CDHR, pourtant une des rares mesures de justice fiscale dans le texte qui épargne les plus riches, dont l'ex-ministre du Logement Guillaume Kasbarian et Sylvain Maillard présents en commission. Sans surprise, l'allié du RN, l'UDR Éric Ciotti, qui avait également proposé un amendement de suppression, a voté contre. Oui, bah logique, c'est les gros libéraux ces gens-là, quoi. D'accord. Donc moi ce que je retiens, c'est qu'une des rares mesures de justice fiscale dans le texte, c'est un vieux truc pourri qui rapporte que 1,2 milliard d'euros, qui est vraiment pas ambitieux. Vraiment pas ambitieux. Donc bon, un peu guess tout ça, pour changer. Si ce vote ne va donc pas modifier le texte, il permet de supposer que, sauf l'hémicycle quasi vide, il y aura bien une majorité à l'Assemblée pour voter la prolongation de la CDHR pour plusieurs années. Des amendements de LFI et du PS proposant de faire passer ce taux de 20 à 30%, notamment car, je cite, le taux mis en œuvre par le gouvernement reste trop faible pour faire contribuer de manière juste les ménages les plus aisés, expliquent les Insoumis, ont en revanche été rejetés par les députés, dont ceux du RN. Donc déjà avec 20%, vu que l'assiette de l'impôt est très petite, c'est uniquement sur les revenus de ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par mois en solo, ils se sont dit, bon, déjà l'assiette est assez basse, l'assiette c'est qui est concerné par l'impôt. Donc on va le mettre de 20 à 30%, comme ça au lieu de rapporter 1,2 milliard, ça rapportera, allez, 2 milliards quoi. Ouais, c'est ça, à peu près 2 milliards, peut-être 1,8 milliard. Et c'est déjà trop pour le RN, c'est déjà trop de justice fiscale pour le RN, qui pourtant, eux, sont en mode, non, nous on veut faire de la justice fiscale, on va faire l'IFF, l'impôt sur la fortune financière, vous inquiétez pas, nous aussi on est pour la justice fiscale. Bon. Arrêtez de mentir, vous en battez les couilles. Nous voulons épargner les cadres supérieurs qui gagnent plus de 20 000 euros par mois solo. Ça rime à quoi, ça? Arrêtez, le RN, vous êtes exactement les mêmes que les macronistes. Stop. C'est vraiment, quoi, c'est chaud, hein. C'est chaud. Bref. De quoi, attendez? Si t'es pas content, on se calcule pas. Oui, le communisme peut savoir faire ça aussi. On aurait simplement dû ne jamais calculer les socialistes quand dans la première internationale, ils ont fait traquer les anarchistes. Bah ouais. Mais pourquoi on parle de ça? Je comprends pas. C'est comme ça que ça commence le communisme? Non, il y a un capa. Le communisme, c'est laisser les gens dire tout ce qu'on veut sur leur chat Twitch. Et le socialisme, c'est les taux de prélèvement obligatoires élevés. Je sais plus de quoi on parle. Je sais plus trop de quoi on parle. Bref. Allez, on continue. Donc du coup, impôt universel ciblé approuvé par la gauche et le RN. Donc ça, c'est pour l'histoire de la CDHR, ce fameux truc de pour les très hauts revenus supérieurs à 250 000 euros annuels par personne. Oui, j'ai rien compris à ce que vous racontez dans le chat. Peu importe. Il faut un chat clair. Voilà, vous êtes pas clair. Hein. C'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Qu'est-ce que je disais? Donc oui, là, il y a le truc de la CDHR, effectivement, mais il y a d'autres choses comme un impôt universel ciblé, qui lui est approuvé par la gauche et aussi le RN. Donc en gros, le RN est en train de jouer dans un jeu d'équilibriste où il va faire semblant d'être pour la justice fiscale en votant des petites mesures comme ça, tout en réassurant le patronat qu'ils sont pas pour la justice fiscale et qu'une fois au pouvoir, ils feront les affaires du MEDEF. Donc ils sont en train de jouer ce jeu d'équilibriste et je pense que tout le travail de la gauche, c'est justement de pointer du doigt leurs incohérences quand on parle de ces discussions budgétaires-là, quoi. Voilà. Allez. Ayant l'examen ce lundi après-midi de l'article 3, portant sur, je cite, l'instauration d'une taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales, et des amendements de gauche proposant la taxe Zuckman, la fameuse taxe Zuckman,
Plusieurs propositions ont été adoptées sur la défiscalisation des pensions alimentaires, l'actionnariat salarié ou encore l'abaissement du plafond de revenus pour que les journalistes puissent bénéficier de leur niche fiscale. Une incompréhension a par ailleurs entraîné une modification radicale de la taxe sur les holdings voulue par le gouvernement, mais le vote devrait être différent en séance. Ok. Dans l'après-midi, d'autres batailles ont permis d'anticiper de possibles avancées sur la justice fiscale. À commencer par un amendement de la France Insoumise qui rétablit l'exit tax, symbole du macronisme triomphant des débuts dans sa version d'avant 2019. Donc l'exit tax, ça fait partie des mesures fiscales fortes et vraiment au profit des ultra-riches et de la fortune financière finalement, qu'a mis en place Emmanuel Macron dès le tout début de son mandat. Il y a eu la flat tax qui baisse les impôts sur les revenus du capital, l'exit tax qui baisse les impôts sur le revenu du capital en gros, et l'impôt sur la fortune, l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui baisse les impôts des très riches, que ce soit des revenus du capital ou pas. Donc il a fait ces trois trucs-là, plus d'autres mesures. Il a aussi pérennisé le CICE en exonération de cotisations sociales, etc., en doublant la quantité d'argent que ça concerne. Mais en tout cas, ça fait partie des grandes mesures du macronisme du début, qu'on fait beaucoup du bien aux actionnaires et aux milliardaires dans ce pays, dont la fortune est surtout mobilière et surtout financière. Voilà. Donc là, ça parle de rétablir l'exit tax, effectivement, symbole du macronisme triomphant des débuts. Créé en 2011, ce dispositif voulait empêcher que des personnes fixent leur domicile hors de France afin de profiter des systèmes fiscaux plus avantageux lors de la vente de leur entreprise ou de leurs actions. Donc quand on parle de la vente de l'entreprise ou de leurs actions, là c'est de l'argent réel, hein. Là c'est pas de l'argent qui dort. Et pourtant déjà, on baisse les taxes là-dessus, quoi. Et on facilite l'optimisation fiscale, c'est quand même une dinguerie. Cette idée avait déjà été adoptée dans l'hémicycle lors du PLF 2025 l'an dernier, mais n'avait sans surprise pas survécu au 49.3. Et oui, parce que le 49.3, en gros, le gouvernement, il choisit un peu la version du texte sur laquelle qui reste, quoi. Il peut rester sur le texte initial, non amendé. Donc s'il y a des trucs qui ont été votés dans l'Assemblée, au moment de faire un 49.3, au moment du passage en force, le gouvernement peut très bien dire « Oh, ce truc-là, là, qui a été voté, ouais, non, on s'en branle, on le met même pas dans le 49.3. » Voilà. Bref, effectivement, sans surprise. Donc là, effectivement, il y a le truc de le gouvernement s'est engagé à ne pas utiliser le 49.3. Donc, on peut être en droit de se dire que là, les trucs qui sont votés en commission, enfin qui sont pressentis par le vote en commission et qui devraient être votés en séance à l'Assemblée, s'il n'y a pas de 49.3, ces mesures, à la fin, devraient rester dans le budget qui est voté. C'est ce qu'on a en droit de se dire. Mais en vérité, et ça, on aura l'occasion d'en reparler, t'as plein d'autres mécanismes constitutionnels qui permettent de, même sans passer par 49.3, passer en force et faire passer un texte le moins amendé possible, avec la copie qui arrange le plus le gouvernement. On en reparlera. D'autres ont également trouvé une majorité. Suppression d'exonération de plus-value immobilière, indexation du revenu plafond de la première tranche de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, ok, remettant en cause partiellement l'année blanche décrétée par Sébastien Lecornu, liquidation obligatoire des plans d'épargne retraite lorsque le détentaire arrive à la retraite. Alors ça, je connais pas bien les détails, mais sur ce truc de indexation du revenu plafond de la première tranche de l'impôt sur le revenu sur l'inflation, alors ça a l'air un peu compliqué, mais en gros, quand il y a de l'inflation, si jamais on décide de geler les tranches d'imposition, imagine toi t'étais pas imposable, je prends des chiffres au pif, on va dire au-dessus de 2000 € par mois tu deviens imposable, en dessous t'es pas imposable. Et bah si tu n'indexes pas les barèmes d'impôt sur le revenu, sur l'inflation, et bah quelqu'un qui par l'inflation passe de 1950 € à 2050 €, hop là, il va rentrer dans l'impôt sur le revenu parce que le premier plafond n'a pas été indexé. Ok ? Et donc c'est le principe d'année blanche, que ce soit sur les impôts ou sur d'autres trucs, ça peut être pareil sur les retraites. Quand on arrête d'aligner les différents plafonds et les différents taux sur l'inflation, il y a des gens qui avant n'étaient pas imposés, qui du coup par l'inflation, hop là, rentrent dans l'imposition. Ce genre de choses. Pareil, si les retraites sont désindexées de l'inflation, et bah la vie coûte plus cher, ta retraite n'a pas augmenté, donc c'est comme si tu t'appauvrissais. Et donc ça, c'est le genre de truc qui peut être voté en commission, c'est le genre de truc sur lequel des majorités peuvent être trouvées effectivement, parce que ça, c'est très concrètement, ça fait qu'il y a des Français de classe moyenne, entre guillemets, qui se retrouvent à être imposés alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc c'est augmenter les impôts des classes moyennes et pas juste des ultra riches. Donc c'est pour ça qu'il y a des majorités qui passent là-dessus. C'est le genre de choses peut-être qui pourraient être dans le texte final, mais encore une fois, si le but de Sébastien Lecornu et des macronistes c'est de réduire les dépenses le plus possible et simplement, réduire le déficit, il y a un moment donné, c'est le genre de mesure qui va les faire chier et peut-être qu'ils vont essayer de passer en force, y compris sur ce genre de mesures. Voilà. Les salaires augmentent pour compenser l'inflation, mais les seuils de l'imposition ne montent pas, donc ça augmente l'assiette. Exactement. Je suis désolé, je suis enrhumé. Bref. Ok, quatrième niche fiscale. Oui, c'est ça. Quatrième niche fiscale la plus coûteuse selon Bercy, l'avenir du pacte Dutreil. Alors ça, c'est important, qui permet une importante exonération des droits de succession lors de la transmission d'entreprise.
Et lui aussi devrait être amendé. Donc ça, c'est un des trucs, c'est un des mécanismes, c'est pas le seul, que les chefs d'entreprise, enfin là vraiment, on parle, la bourgeoisie qui possède des boîtes carrément, hein, qui possède des entreprises, souvent quand c'est des entreprises familiales, etc. C'est un des mécanismes qui leur permet de se passer la boîte de père en fils en payant le minimum d'impôts. Et ça représente beaucoup d'argent. Ça représente un gros manque à gagner pour l'État. On parle de 4e niche fiscale la plus coûteuse selon Bercy. Donc ça, peut-être que ça risque d'être amendé, mais pareil, ça c'est le genre de truc, typiquement les macronistes, ils veulent pas reculer là-dessus, parce que sinon ils sont en mode genre, mais non, nos petits entrepreneurs familiaux, ils vont devoir vendre leur petite boîte familiale aux États-Unis. Bah non, mettez en place des politiques qui permettent ça sans que ça soit un processus d'optimisation fiscale. Pitié, pitié, pitié. Oh là là. Plus surprenant, la proposition du groupe LFI, qui veut mettre en place un, je cite, impôt universel ciblé, a également trouvé une majorité. L'amendement précise vouloir, je cite, ajouter un principe général d'imposition en fonction de la nationalité ou d'une durée de résidence en France significative. Donc le but, ça serait un peu d'être en mode, bon, bah, même si vous voulez vous barrer du pays, on ira vous chercher pour que vous payiez vos impôts, les riches. C'est un peu ça l'idée, quoi. En ciblant les pays dont les taux d'imposition sont au moins 40% inférieurs à celui de la France, que ce soit en matière d'impôts sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Donc c'est un peu les paradis fiscaux, finalement. Une proposition qui s'inspire des programmes présidentiels de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, effectivement. Jean-Luc Mélenchon qui, dès 2012, était en mode genre, bah les riches, vous voulez partir du pays, on ira vous chercher. Ok. Salut Pépita, comment ça va? Hello. Oui, ils ont dit que quasi 200 000 nouveaux foyers seraient imposables. Ok, donc avec ce gel du barème sur l'impôt sur le revenu, ça veut dire que 200 000 foyers, et pas les plus riches, hein, ça serait les gens qui sont juste en dessous. Alors sachant qu'il y a à peu près 50% des ménages qui sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu, en gros, ça serait les Français qui sont pile à la moitié, pile au salaire médian, quoi, en gros. Ça serait quelque chose comme ça. Ça serait des gens qui sont autour du salaire médian, qui là, d'un seul coup, vont commencer à payer un impôt sur le revenu, et jusque-là, ne payaient pas, quoi. Voilà. En dessous des 11 145 euros, je crois. Alors après, il y a plein de mécanismes de... comment ça s'appelle? Merde. Il y a ça pour les auto-entrepreneurs. C'est quoi le mot que je cherche? Ou du coup, t'as un coefficient qui va sur ton impôt pour que ça te laisse en dessous du barème, en fonction de ton statut. Donc en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Il y a des gens qui devraient être sur le papier, des abattements, c'est ça. Il y a tout un tas de mécanismes d'abattement et trucs comme ça qui fait que c'est assez compliqué et assez technique. Voilà, des abattements, des décotes, etc., etc. Parce que quand tu regardes simplement, sans les abattements et les décotes, qui devrait être assujetti à l'impôt sur le revenu? En vérité, et tu regardes le revenu des Français, il devrait y avoir plus de 50% des ménages qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Mais avec tous ces mécanismes d'abattement, de décote, etc., selon le régime dans lequel on est, au final, c'est à peu près que la moitié des ménages en France qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Voilà, voilà. Il y a un truc de cet ordre-là, par exemple, pour les auto-entrepreneurs. Bref. Ok, donc pour cette histoire de truc de un impôt universel ciblé, effectivement, pareil, ça c'est le genre de truc qui a été voté. Comme quoi, il y a quand même un signal là-dessus, c'est que quand on parle de trucs sur les de justice fiscale, c'est extrêmement insuffisant et c'est des mesurettes, tout ça, mais plus ça va, plus ça commence à faire peut-être un petit peu consensus quand même sur les bords, parce qu'on a un tel niveau d'injustice fiscale et de pays qui permet aux ultra-riches et aux entreprises qui font des dividendes records de contourner l'impôt, là où le français moyen n'a pas la possibilité de contourner cet impôt. Je veux dire, ça commence à être partagé par tellement de Français qui sont d'accord avec ce constat, que même en commission, même avec les macronistes et le RN qui sont forts à l'Assemblée, qui représentent une majorité à l'Assemblée, même là-dessus, on pourrait trouver des majorités. C'est dire à quel point, franchement, on vit dans un pays d'injustice fiscale pour que des propositions de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012 puissent trouver une majorité à l'Assemblée. C'est vraiment que l'heure est grave et c'est vraiment que la gauche a raison depuis le début, si vous voulez mon avis là-dessus, quoi. Voilà, voilà. Non, c'est l'ACRE, tu parles de l'ACRE, là, Sidarton, pour les auto-entrepreneurs qui ne payent pas les premières années. C'est l'ACRE, ça s'appelle. Et c'est selon certaines conditions. Moi, j'ai pas pu l'avoir, par exemple. Bref. Ok. L'amendement a donc trouvé une majorité grâce aux voix de la gauche, mais aussi du RN. Car, explique Jean-Philippe Tanguy, la priorité nationale est un ensemble de droits et de devoirs. Donc les plus favorisés n'ont pas à se soustraire de manière immorale à l'impôt dû à la société française. Nous dit Jean-Philippe Tanguy. Ok. C'est très difficile d'imiter Jean-Philippe Tanguy avec le nez bouché. C'est dangereux. Hein. C'est dangereux pour moi. Déjà, ça fait postillonner d'imiter Jean-Philippe Tanguy. Là, c'est très, très compliqué. Ah! Ça devrait vous plaire. Ok, donc voilà. Comme ils ont un discours populiste, etc., où ils aiment bien parler de justice fiscale, etc., le RN. Bon, bah, il y a des moments où ils sont un peu obligés de voter des mesures, mais encore une fois, quand c'est des petites mesures qui ça va, mettent pas trop la bourgeoisie et le MEDEF et le patronat en difficulté, là, ils sont prêts à aller voter les trucs en disant justice fiscale, c'est très bien. Mais quand c'est des vraies mesures à même
de vraiment faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et vraiment taxer les méga riches à peu près à hauteur de ce qu'ils devraient payer, comme typiquement la taxe Zuckman, là-dessus, ils votent pas. Là-dessus, ils s'en battent les couilles. Le RN, c'est leur strat, ils votent les petites mesurettes pour se donner bonne conscience et faire genre ils sont pour la justice fiscale, tout en suçant goulu pour le BDF toute la journée. Et à côté, quand il faut voter des vrais trucs un peu ambitieux, ils votent pas. Explication, c'est en revanche en raison du rejet par le RN et le socle commun d'amendements de gauche que la taxe Zuckman ou l'ISF climatique ont été rejetés en commission lundi soir et devraient donc l'être dans l'hémicycle ces prochains jours. Voilà. Dès que ça parle de taxe Zuckman ou d'ISF climatique, des trucs un petit peu plus conséquents, un petit peu plus stylés, là le RN, ils font pas. J'ai le nez complètement bouché, je suis désolé. Voilà. Donc c'est parce que c'est pour se donner bonne conscience et pour faire genre ils sont du côté du peuple et de la justice fiscale qui votent ça, mais dès que c'est un peu plus ambitieux, que dalle. Donc c'est assez symptomatique de ce que représente le RN de nos jours, un gros tas de menteurs. Voilà. Ok, donc ce qui est intéressant de voir avec ce qui s'est dit en commission, c'est que comme ils expliquaient au début de l'article, en fait le rapport de force qui est en commission, avant que ça passe en séance à l'Assemblée nationale, c'est le même rapport qu'il y a à l'Assemblée nationale. Donc ça donne une idée de ce qui devrait être voté et devrait ne pas être voté. C'est un petit peu comme une répétition de ce qui va se passer à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent à partir de vendredi, si je dis pas de bêtises. Donc en conclusion, je dirais que reparlons un peu du PS, qui est en mode genre, non, on a rétabli le parlementarisme et grâce à nous, on pourra faire un beau budget. Moi, pour l'instant, sur le volet recettes, ça a l'air d'être... Il y a des petites mesurettes qui passent, mais sur les vrais trucs un peu ambitieux qui étaient des revendications du PS eux-mêmes et de la gauche depuis longtemps, comme par exemple la taxe Zuckman, ça ne passe pas. Donc, sur le volet recettes, semblerait que le texte amendé, il va pas être suffisant en fait. Il va pas être suffisant parce qu'il y aura pas la taxe Zuckman et certes, il y aura quelques petites mesures, mais franchement, c'est pas grand-chose. Donc si le PS dit, non, ça va, c'est bien. Ça nous suffit en fait sur le volet recettes. Regardez, on a pérennisé une taxe qui rapporte 1 milliard. Et puis pareil sur ce truc-là, sur le dernier truc là, pas l'exit tax, mais voilà, en mode on abolit l'exit tax et puis on a fait ci et ça. C'est suffisant pour nous. Si pour ça, eux, c'est suffisant pour le PS. Franchement, c'est des miettes par rapport au programme que proposait le NFP à la base, quoi. Donc, est-ce que le PS va dire non, nous on voulait la taxe Zuckman, ça n'a pas été voté, donc ça dégage. Est-ce que le PS va se satisfaire de ces petites mesurettes qui, quand même, force est de constater, sont passées, mais étaient déjà passées en 2025 pour certaines, hein. Alors que c'était Bayrou. À voir, mais ça va être là que la question va se jouer. En tout cas, force est de constater que le RN, typiquement, les vraies mesures un peu stylées, il les vote pas. Donc, au bout d'un moment... C'est vraiment ça, là? C'est ça, le NFP, premier groupe à l'Assemblée nationale? C'est ça? Ça va vraiment changer la vie des Français à ce point-là? Allons, bon. Et ça, c'est que le volet recettes. Le relais dépenses, ça va être... Alors, comment on limite la saignée sur les services publics? Et sur la sécurité sociale, ça va être pareil. Alors, on devait économiser 7 milliards sur le remboursement des soins. Au final, on va économiser que 6 milliards sur le remboursement des soins. Est-ce que ça va suffire au PS pour dire c'est une victoire ou pas? Vu comment ça part, j'ai l'impression que les rares petites avancées qui vont un peu dans le bon sens restera plutôt de l'ordre de la mesurette. Et puis voilà. Donc, censurez-moi ce gouvernement une bonne fois pour toutes. Moi, j'en ai plein le cul. Et si vous regardez la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un like sur la vidéo, bien sûr. Let's go.